Bonjour et bienvenue sur ce bilan lecture du mois de février. Aujourd'hui, je vais vous présenter des romans contemporains, certains très récents, un policier, des romans autobiographiques et je terminerai par un essai. Voilà, je ne perds pas plus de temps, c'est parti. Comme à mon habitude, je me suis précipitée sur le nouveau Fenkinos, donc cette année c'est Tout le monde aime Clara, car je suis de très près ses parutions. À la fois original, ce roman reprend tout de même des thèmes chers à Fenkinos, comme l'amour et la fin des relations, la beauté, les coïncidences de la vie, et puis alors là il y a une petite touche d'ésotérisme en plus, mais qui est bien dosée parce que sinon c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Clara va avoir un accident qui va complètement changer sa vie alors que c'est une jeune fille, une adolescente. Le père de Clara évolue un petit peu comme il peut dans la vie malgré les difficultés et il va choisir de prendre des cours d'écriture. Et son professeur d'écriture, lui, est quelqu'un qui a écrit un roman il y a 40 ans et qui n'a plus jamais réécrit par la suite. C'est un personnage mystérieux et voilà, leurs destins vont se mêler au fil du roman. Et vraiment pour moi ce roman est une réussite parce que déjà à la fin de ma lecture j'avalais quelques larmes tout en ayant un sourire épanoui sur le visage. Non, vraiment très très touchant. Ce n'est peut-être pas mon préféré de David Fenkinos, mais tout de même, c'était un moment précieux de lecture et je ne peux que le recommander. Je n'avais jamais lu Amanda Stairs et ça me tentait bien, du coup j'ai commencé par Lettre d'amour sans le dire. Donc ce roman est très court, c'est une lettre donc, d'une femme d'un certain âge brisée à travers toute sa vie par des hommes particulièrement odieux. Ces expériences se sont répercutées sur son moral, qui est plutôt morose, mais aussi sur son corps. Or un jour, tout à fait par hasard, elle entre dans un salon de thé à Paris japonais, et un japonais qui ne parle pas français, qui travaille dans ce salon de thé, va lui faire un massage professionnel, et il va, à travers ce massage, réveiller dans son corps beaucoup de choses, notamment la tendresse, la douceur, le désir aussi. Et cette femme va se passionner pour la culture japonaise, mais aussi pour cet homme. Je n'en dirai pas plus. Peut-être que ce texte est un petit peu trop court, mais en tout cas, je l'ai trouvé vraiment très très bien pour ce qu'il dénonce, mais aussi pour cette espèce de redécouverte de soi-même, une reprise de confiance, une curiosité qui s'éveille à nouveau. J'ai trouvé ça touchant encore et une fois. Et voilà, donc je pense que je lirai d'autres livres de cette autrice parce que, voilà, ça m'a plu. Une toute nouveauté, Mauvais œil d'Eta Froum, qui est américaine-palestinienne, a retenu mon attention. On y suit justement une femme américaine-palestinienne qui a 2 enfants, 2 filles de 6 et 8 ans, et qui est mariée à un américain-palestinien aussi, et qui, voilà, évolue aux États-Unis, mais dans un contexte très imprégné de la culture palestinienne. Cette culture, je l'ai découverte avec intérêt, mais le fond du roman réside surtout dans la façon d'aborder les traumas. Et pas seulement les traumas des Palestiniens, mais bien ceux des femmes palestiniennes immigrées. L'autrice exprime cela à travers donc son personnage de Yara, Yara qui essaie de s'en sortir comme elle peut dans son mariage avec Fadi, qui est, même s'il est différent, il semble plus moderne que leur mariage que ceux de leurs parents, il reste quand même très conservateur et Yara souffre. Elle n'arrive pas elle-même forcément à déterminer la cause de ses souffrances, mais ça ne va pas et elle va entamer une thérapie. Une thérapie qui va lui faire prendre conscience de tellement de choses que ça va bouleverser sa vie. Mais une thérapie aussi avec ses allers-retours entre les moments d'évolution, les retours en arrière,
Donc ça prend son temps. En tout cas, c'est compliqué. Elle aime ses filles plus que tout. Elle dépend quand même d'une communauté qui est très attachée à la réputation. Et elle passe pour folle. D'ailleurs, sa mère elle-même était passée pour folle avant elle. C'est très riche. Non, non, j'ai trouvé ça très intéressant. Je l'ai lu avec assiduité. J'étais prise dans le roman, même si j'ai trouvé qu'il y avait parfois quelques longueurs. En tout cas, c'est un livre que je trouve intéressant aussi par rapport donc à la culture, au peuple, aux personnes, aux conditions sociales, mais aussi à travers cette approche de la thérapie. Et bref, je trouve que c'est un roman inspirant. C'est grâce à Christine qui en commentaire avait évoqué L'amant de Patagonie d'Isabelle Autissier que j'ai pu découvrir ce roman. C'est un roman relativement court, d'environ 200 pages, qui retrace la vie d'Émilie, une Écossaise orpheline qui a été élevée par un pasteur et qui est envoyée comme gouvernante en Patagonie autour des années 1880. À l'époque, les colons sont peu nombreux, mais on retrouve les éléments classiques, entre guillemets, de la colonisation, c'est-à-dire l'évangélisation des peuples autochtones, leur mise en dépendance, le racisme, etc. Émilie, elle aussi, elle est raciste, elle a peur d'ailleurs des peuples autochtones, les Yamana notamment, qui sont là où elle va s'installer, dans une petite bourgade où elle va s'installer. Mais son regard va changer, va évoluer, elle va être retouchée. Et comme l'indique le titre du roman, elle va développer une relation très profonde et très particulière avec un de ces hommes Yamana. Le drame de la colonisation continue toutefois, bien sûr, malheureusement, donc avec ces violences atroces, la mise à mort de peuples. C'était un roman que j'ai trouvé vraiment bien écrit, très agréable à lire d'ailleurs, malgré le sujet, très documenté aussi. Et puis les coutumes des Yamana, leur rapport à la nature aussi, et la façon, à travers l'écriture, euh, dans laquelle la nature est décrite, tout ça sont des éléments qui m'ont vraiment beaucoup plu. Donc c'est un livre que je ne regrette absolument pas d'avoir lu, et je remercie Christine. Un petit polar islandais me tentait bien, et donc ainsi j'ai lu Hildur de Saturamo, qui est une nouveauté, c'est sorti il y a vraiment pas longtemps. On suit la policière Hildur, qui est très sportive, très aimable aussi, comme d'ailleurs pratiquement tous les personnages de ce roman. Et bon, c'est un petit peu particulier, elle a perdu ses deux sœurs très jeunes, elles étaient enfants à l'époque, elles ont disparu mystérieusement. Mais là, l'affaire est tout à fait différente. Des meurtres sévissent dans l'Islande du Nord-Ouest, dans les fjords assez désertés de la région. Et il dure est sur l'affaire. Bon, en réalité, j'ai pas grand-chose à dire de ce roman, sinon qu'il était agréable à lire, il n'y avait pas de souci. Mais par contre, ce n'était pas du tout une lecture intense, addictive, type thriller, mais alors pas du tout. Si vous cherchez ce genre de roman, ce n'est pas celui-là qu'il faut lire, car je le qualifierais plutôt de roman policier calme. Par contre, il y a un vrai plongeon dans la culture islandaise, et ça, c'était pas pour me déplaire. L'enquête prend fin à l'issue du roman, mais il y a une suite qui est déjà parue en Islande et qui sera probablement bientôt traduite en français, où justement on en apprend plus sur la disparition des sœurs d'Ildur. Cette enquête-là commence d'ailleurs dans ce roman-ci. Je ne lirai pas la suite, par contre, j'ai trouvé ça agréable, mais pas de là à lire toute la série. Le maintenant célèbre texte autobiographique, poème, récit à la ligne de Joseph Pontus m'avait toujours fait de l'œil, surtout après avoir vu l'auteur en parler dans la grande librairie à l'époque. Il est sorti en 2019. Et ça y est, je l'ai lu. Et c'est un vibrant témoignage sur la condition ouvrière, aussi bien dans le style que dans le fond. Joseph Pontus a été ouvrier dans le Morbihan pendant un long moment, il n'avait pas le choix, et donc il était à la chaîne ou à la ligne, comme on dit maintenant.
Et à travers ce texte, dans cet ouvrage, il relate cette expérience extrêmement éprouvante. Il a commencé je sais pas comment, dans les crustacés, dans une usine de crustacés, et puis finalement, il a travaillé surtout dans un abattoir. C'est cru, comme rêveur aussi. Ça peut être dur, très dur, mais aussi beau, en tout cas dans la langue. Et puis il y a des passages très humoristiques, alors que c'est aussi terrible. Pontus arrive à dépeindre tout un univers entre l'humain et l'inhumain dans une prose poétique. Enfin, c'est vraiment multiforme, hein, c'est dur de le classer. C'était habilement trouvé, habilement ficelé, et voilà, on ne lâche pas le fil. C'est un livre personnel qui dénonce beaucoup de choses sur la société, et évidemment, mais qui aussi apporte une vision humaine sur la condition ouvrière. Et bon, il est très connu maintenant ce livre, c'est vrai que j'ai mis du temps avant de le lire, mais je suis d'accord avec toutes les personnes avant moi qui ont pu dire que c'était un livre à lire absolument. J'avais découvert la collection Manu au musée de chez Stock avec Lola Lafont qui avait écrit Et tu écouteras cette chanson où elle écrivait sur sa nuit passée à l'annexe, hein, la cachette d'Anne Frank. Ça m'avait vraiment ému. Cette collection, c'est en fait la possibilité à des écrivaines et à des écrivains de choisir un musée, d'y passer une nuit et d'écrire du coup cette nuit-là sur ce qui leur passe par la tête. Ça peut être très très différent selon les personnes. Et voilà, ensuite leurs livres sont publiés. Et j'ai lu Après Dieu, qui vient d'être publié, un ouvrage de Richard Malka. Richard Malka qui est spécialiste des religions, il est athée, défenseur de la laïcité, avocat, surtout pour Charlie Hebdo. Et il a passé une nuit au Panthéon, et donc voilà, Après Dieu fait partie de cette collection Manu au musée, et donc il relate sa nuit au Panthéon. Il s'adresse à Voltaire. Pour lui, c'est un philosophe, voilà, le philosophe des Lumières qui l'a le plus marqué, lui est vraiment très très cher. Et donc voilà, il est devant son tombeau, et ça lui permet d'évoquer donc le philosophe qui n'était pas parfait, hein, clairement, mais qui a beaucoup lutté contre le clergé au XVIIIe siècle, notamment par rapport à l'État et la séparation clergé-État. Mais ça permet aussi à Richard Malka de faire le parallèle avec notre situation actuelle en France et dans le monde, où les religions peuvent créer vraiment des discriminations terribles et aussi des conflits, des violences atroces. Il reproche particulièrement au peuple, aux personnes, de tomber soit dans le racisme face au terrorisme ou juste face à la différence, ou de par tolérance accepter des choses religieuses alors qu'elles sont à l'encontre des droits, des libertés humaines. Il défend âprement la République laïque et il explique pourquoi. On peut bien sûr ne pas être d'accord avec tout, mais j'ai trouvé ça très intéressant, très pertinent, et notamment sur aussi ça nous mobilise quelque part, nous lecteurs, à réfléchir sur nos libertés et comment se mobiliser aussi pour ne pas les perdre. Donc voilà, vraiment un livre qui a une portée universelle, qui fait réfléchir, qui est assez intellectuel mais pas dur d'accès. Et donc je considère que c'est un livre, si la question de la religion vous intéresse, un livre à lire, vraiment. Et pour finir, un très bon essai d'un philosophe très médiatisé en ce moment d'ailleurs, c'est Vivre avec son passé, une philosophie pour aller de l'avant de Charles Pépin. J'avais lu et absolument adoré son ouvrage Quand la beauté nous sauve. Celui-là m'a tout autant plu. À travers la pensée bergsonienne et puis aussi avec un regard via les neurosciences sur la mémoire, Charles Pépin nous propose une compréhension large sur ce qu'est voilà, le rapport au souvenir et puis comment aussi faire face à sa mémoire hein, quand parfois elle peut nous faire du mal.
Et donc, il propose même des outils, enfin des outils. Il propose même des façons de faire avec la mémoire sans souffrir. J'ai trouvé cet essai absolument passionnant. C'est intellectuel, mais c'est quand même accessible et il n'y a pas de souci. Surtout si la question intéresse. De toute façon, je pense que ce type d'essai, il faut quand même avoir un intérêt particulier pour prendre du plaisir et à les lire et à s'en nourrir. Et voilà, c'est très riche. Ça apporte beaucoup d'éléments utiles à tout à chacun. Et donc je critique moi beaucoup le développement personnel, j'ai déjà évoqué dans certaines autres vidéos. En réalité, c'est surtout que je n'aime pas l'aspect commercial et parfois très bas de gamme des ouvrages qui sont proposés et je trouve que cela peut même être dangereux. Mais en tout cas, cet essai-là va bien au-delà de ça et pour le coup, il apporte beaucoup, je pense. Et donc je ne peux que vous le recommander chaudement. Voilà pour ces lectures du mois de février. J'espère, comme d'habitude, que vous avez pu glaner peut-être des lectures pour vous. N'hésitez pas à partager vos coups de cœur en commentaire, toujours, hein, comme d'habitude, bien sûr. Et en attendant avec entrain le printemps, je vous souhaite évidemment de passionnantes lectures et je vous dis à bientôt!